Bonjour Fouzia, Salut Théo. bienvenue sur la chaîne de Théo. On vient de terminer le petit déj qui était délicieux. Et Fouzia, hein, on était en train de parler de la dépendance affective. Veux-tu nous en dire quelques mots sur ce sujet? Oui, la dépendance affective. Théo, est-ce que... Moi j'ai une question à te poser avant. Oh, Est-ce que tu penses que la dépendance affective touche qu'une certaine partie de la population ou ça touche tous les humains de la planète Terre? bah, écoute, si je m'en fie à ma propre expérience, je pense que ça touche en tout cas beaucoup d'entre nous. Oui. Et c'est ça. La dépendance Est-ce que affective, en j'ai raison? effet. Ah, si, si, c'est très juste, c'est très humble de dire cette réponse-là d'ailleurs. La dépendance affective, c'est quelque chose qui touche tout le monde, qui nous touche tous, et à des degrés plus ou moins différents. Et on en parle souvent en coaching ou en thérapie parce que ça peut poser, ça peut devenir un frein. Quand ça devient un frein, quand ça devient toxique et ça limite notre évolution personnelle et notre épanouissement. Dans le sens où le sentiment derrière la dépendance affective, le besoin intrinsèque, c'est d'être en lien, d'être aimé, d'être validé par ses proches, approuvé, d'intégrer un groupe. Donc tout ça, tu le reconnais, hein, tu en conviendras, c'est des besoins nécessaires, des besoins vitaux, d'être aimé, d'être en lien, etc. Et là où on parle de dépendance affective et de la notion toxique de la dépendance affective, c'est lorsque l'on va mettre notre bien-être dans les mains d'une personne ou en tout cas à l'extérieur de nous. On va faire dépendre notre bien-être ou du coup notre mal-être d'une personne extérieure. Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent ou... Oui, là j'étais en train de penser, comme je te disais, on part toujours de sa propre expérience ou de l'expérience des autres, de nos amis qui nous racontent, Oui, oui, tout à fait. qui se mettent dans telle ou telle situation, où effectivement, où ils prennent conscience qu'à ce moment-là, effectivement, ils se sont d'une quelque manière déresponsabilisés. Tout à fait. C'est ça. La grande problématique de la dépendance affective qu'on rencontre en coaching d'ailleurs, c'est la posture de victime, où je me mets en posture de victime, de victimisation. Je n'ai pas reçu le texto de ma dulcinée, je n'ai pas reçu des nouvelles de mon amoureux, je suis en panique, il ne m'aime plus, etc. La Terre s'arrête de tourner. La dépendance affective peut aussi s'exprimer dans le milieu professionnel, parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est pour ça que je suis spécialiste de la dépendance affective. C'est un sujet que je ne traite principalement que ça, et c'est un que entre guillemets, puisque c'est un très vaste sujet. Dans le milieu professionnel, c'est ce qu'on va appeler le burn-out. La cause du burn-out, c'est quoi? C'est la charge mentale, qui est, quand on déplie la charge mentale, c'est le besoin de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être valorisé. Le besoin de faire énormément, de faire une hyperactivité physique, parce qu'on va faire beaucoup, et puis une hyperactivité mentale, qui va demander de la reconnaissance pour quémander de la reconnaissance, pour quémander une valorisation qui n'a pas lieu d'être parce que de fait, vous êtes. Et le simple fait d'être, c'est déjà important. On n'a pas touché. Et vous avez vos valeurs. En fait, je distingue vraiment qui tu es, de ce que tu fais et de ce que tu as. Donc je parlais souvent du triangle dans mes formations. Et on va faire court. Donc pour en revenir en milieu professionnel, le burn-out qui est induit par une charge mentale, qui est induit par un besoin de faire beaucoup, beaucoup pour être reconnu. Donc c'est pour gagner de l'amour et de la validation. C'est de la dépendance affective. Dans le domaine privé, ça va être un comportement sacrificiel, par exemple. Je vais m'occuper de tout le monde, je vais faire passer tous les gens avant moi, parce que je veux à tout prix qu'ils m'aiment, et je veux qu'ils m'aiment à tout prix. Et ce prix, il est cher, Théo. Il est vraiment très cher, payé. D'accord. Donc c'est très vaste comme sujet. Et oui, c'est un vaste sujet, mais je voulais revenir
Euh, Tu es hypnothérapeute. Est-ce que, parce qu'en fait c'est le but de la chaîne de Théo, c'est aussi vraiment, j'allais dire, de faire mieux comprendre, ou par exemple hypnothérapeute, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, et dans les thérapies brèves, euh, tu, tu peux nous dire qu'est-ce que être hypnothérapeute? Mhm. Alors, précisément, je suis coach et Oui, hypnothérapeute. c'est vrai, Donc, coach hypnothérapeute. j'exerce dans le domaine des thérapies brèves. Thérapie brève, déjà, pourquoi on appelle ça comme ça? Beaucoup de gens le savent, et peut-être un éclairage pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est ce qui fait la différence entre la psychothérapie et la psychanalyse, où on va s'intéresser à pourquoi il y a une souffrance, pourquoi il y a un blocage, et plutôt que de s'intéresser au pourquoi, nous, en coaching et en thérapie brève, avec tous mes outils, qui sont l'hypnose ericksonienne, la PNL, l'outil de l'enfant intérieur, les outils de coaching orienté solution, donc une caisse à outils bien diverses, on va s'intéresser au comment faire autrement. Qu'est-ce que je veux à la place? C'est à la solution. C'est-à-dire qu'on a une problématique, ton subconscient, il sait d'où ça vient, ton histoire, ça vient de ton histoire, de ton passé, peu importe, en tout cas, on considère en coaching que tu es le spécialiste de ta problématique. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, les coachs, on sait que tu es le spécialiste de ta solution. On va te mettre dans une posture de responsabilisation où tu es dans le cœur de la solution. Et tu es dans le cœur de l'action pour aller dans ta solution. Donc on va dans le comment en coaching et avec l'hypnose, l'outil de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui va permettre d'aller chercher à l'intérieur de toutes les ressources que tu as conscientes et inconscientes, tous les éléments dont tu as besoin pour transformer une difficulté, pour dépasser un obstacle. Et l'hypnose, c'est un état, ça va commencer, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape dans l'hypnose, c'est d'abord on va définir l'objectif ensemble. Donc il y a une vraie séance de cadrage sur l'objectif pour vérifier l'écologie de l'objectif. Voilà. L'écologie, ça veut dire est-ce que l'objectif il est vraiment en lien avec tes désirs profonds, avec tes valeurs, aligné avec qui tu es. Vérifier que ce soit vraiment en référence interne et pas en lien avec qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Donc il y a une étape de définition de l'objectif. Ensuite, il y a une étape d'induction à l'hypnose qui est de la relaxation. Ça va ressembler à la sophrologie, ça va ressembler à la méditation quand on fait du body scan. Tu sais, en méditation, souvent, on va se focaliser sur les sensations corporelles, la Comme un respiration. scanner intérieur, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu appelles ça? Un scanner intérieur? Un scanner intérieur, exactement. Donc ça, c'est la phase d'induction. C'est une manière, en fait, de permettre aux ondes alpha de passer à un autre niveau. Ensuite, il y a la partie où on va dissocier le subconscient, le conscient de l'inconscient. Donc on va saturer le conscient. Tu sais, le conscient, c'est un peu ce vélo mental qui est là, chargé d'objections. Comme un film qu'on se répète? Un film qui se répète, il faut ci, il faut là, si je fais ci, si je fais là. Tu vois un peu comment on appelle ça, une roue crantée là. Je pense que plein de personnes se reconnaîtront. Oui, évidemment. Oui. Et donc, de manière à. L'idée, c'est de saturer le conscient, parce que, en fait, si vous continuez à faire comme d'habitude, il n'y a pas de changement. L'hypnose, ça va venir créer de nouvelles habitudes. Donc, pour ça, on va aller saturer le conscient par tout un tas de métaphores très habilement travaillées, pour ensuite aller travailler avec le subconscient, l'inconscient, avec des métaphores très bienveillantes qui sont en lien avec le cadre de référence de la personne. C'est pour ça qu'il y a une vraie séance au départ, parce que tu ne peux pas emmener la personne là où elle n'est pas prête à aller. Oui. Et la posture d'un hypnothérapeute, à mon sens, et d'un coach, c'est cette posture de parité où tu es là à l'endroit où la personne elle est prête à travailler. Même si toi, tu as fait ton film, tu te dis, alors, pour qu'elle puisse aller mieux, il faut qu'elle fasse ça, 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 tu le sais. Ben non, tu restes à l'endroit où elle est et tu vois avec ce qui émerge. Et puis doucement, doucement,
c'est un tissage en fait de feeling, de confiance et le coach, lui, il a ses outils, il a sa posture et en permanence, il accompagne son coaché, ce qu'on appelle les personnes des coachés, vers la solution qui est la plus juste pour lui au moment où il est en train de vivre les choses. D'ailleurs, en coaching, on parle d'un objectif qui va toujours être dans pré-feu visé. Ah, d'accord. Tu sais, quand tu dois viser en tir à l'arc ou quoi, d'abord tu dois viser, d'abord tu dois te préparer, tu dois viser et ensuite tu dois tirer. Là, c'est l'inverse. Pré-feu, donc tu tires et tu continues à viser parce qu'en fait ta cible, elle bouge en permanence. C'est-à-dire comme si du capital humain, la personne que tu accompagnes, elle évolue en permanence. Donc ton objectif, il évolue également en permanence. Donc ça va demander une flexibilité permanente, d'être avec le vivant. Tu le sais toi-même parce que tu es toi aussi thérapeute énergéticien, tu pratiques avec le vivant. Tout à fait. Tu sens bien comment d'une séance à une autre, les choses vont évoluer, vont changer. Et voilà, il n'y a pas de figement. Comme dans la nature, il n'y a pas de figement. Donc ça, c'est les outils de la thérapie brève. Brève parce qu'il y a une transformation rapide, visible et durable. Très bien, merci. Tu voulais, tout à l'heure, on parlait du cadeau que tu voulais faire. Ouais. Déjà, c'est un cadeau d'être avec toi, Fouza, Merci. d'avoir pris ce bon petit déj Mm. et puis de mieux faire, de rendre peut-être plus lisible ou comment tu as dit, éclaircir justement ton métier de coach hypnothérapeute. Alors, quel est ce cadeau que tu voulais offrir aux personnes qui nous regardent? Alors, le cadeau que je vais offrir, c'est vous donner les clés pour prendre conscience de la dépendance affective et les manières de la dépasser. C'est un exercice qui se travaille, c'est des outils, c'est 3 petites clés que j'ai préparées pour vous, qui sont également dans la vidéo que j'ai sur ma page Facebook professionnelle, que tu as pu visionner. Tout à fait. Donc, qui est beaucoup plus longue que les 3 clés. Donc les 3 clés, je vais les prendre mon petit bloc-notes, puisque quand c'est un étalage de solutions, j'en ai choisi que 3. Les plus importantes qui me semblent, c'est oser prendre des choix. En fait, la dépendance affective, elle va s'exprimer quand on va pas oser prendre des choix et qu'on va toujours faire dépendre nos choix et nos décisions d'une autre personne de l'extérieur. Et on ne va pas s'affirmer, on ne prend jamais nos décisions toute seule. On a toujours besoin de quelqu'un pour valider nos choix, pour décider les choses de la vie courante. C'est normal d'être dans l'entraide. Ça devient problématique quand ça te fige et que tu ne peux plus rien faire de toi-même, par toi-même, en ne prenant pas confiance. Donc, osez faire vos choix. Le processus de l'apprentissage, c'est essai, erreur, correction. J'essaye quelque chose, je prends une décision, je fais un choix. Ben, ça m'apporte quelque chose chouette, ça ne m'apporte pas ce que j'attendais. Ben, c'est un apprentissage, je réajuste et je corrige. Voilà. Donc, osez faire des choix par vous-même et cumuler les situations où vous allez faire vos propres décisions, vos propres choix et félicitez-vous de ça. Ensuite, d'être dans l'ici et maintenant. Parce que la dépendance affective, elle s'exprime insidieusement et c'est un sentiment qui est subtil et qui peut nous figer dans un mal-être quand on est dans l'angoisse du futur. Et si je fais ça, dans la projection, et si je fais ça, ça va se passer comme ça. Et en fait, quand on est dans la dépendance affective, on n'a pas appris forcément à muscler la confiance en soi. Et du coup, on est toujours un peu dans un sentiment d'angoisse, de se projeter dans tout ce qu'on a connu comme défaite dans le passé, et donc de se rabrouer, de se dire « Ah ben, j'ai pas été assez bon, j'ai pas été assez forte, etc. » Donc, de rester dans le passé avec des regrets et des reproches envers soi, et de se projeter dans le futur avec et si ça se repasse, si ça se reproduit, etc. Du coup, voilà, l'invitation, c'est d'être dans l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, tu le sais en faisant les méditations, tu incarnes des affirmations positives. Quand, je ne sais pas les méthodes que tu utilises, mais tu pourras nous offrir un cadeau, peut-être quelles sont
les moyens d'être dans cet instant ici et maintenant, d'intégrer des affirmations positives qui vont programmer de nouvelles compréhensions à votre esprit. Par exemple, je suis digne d'être aimé, je suis digne d'être de confiance, etc. Donc des affirmations positives. Sur YouTube, on en trouve beaucoup. Donc d'être dans l'ici, maintenant. Et la troisième clé, c'est d'affirmer le non. De poser le non. Oser dire non. Parce que quand on est dans la dépendance affective, qu'on n'ose jamais dire non, parce que si on dit non, on renvoie à l'autre qu'on n'aime pas. Et on a peur que l'autre ne nous aime pas en échange. C'est je suis prêt à tout pour que tu m'aimes. Et du coup, quand je dis oui, parfois j'ai envie de dire non, mais je dis oui juste parce que j'ai peur que tu m'aimes plus en échange. Donc, affirmer le non, parce que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même. Et dire non à l'autre, Théo, tu sais, moi ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu dis souvent non. C'est que, ben oui, quand c'est arrivé souvent parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de gens qui osent affirmer ça. Par exemple, est-ce qu'on va à la plage de Galets ou on va à la plage de Sable, tu vas me dire ton choix. On peut se voir ce jour-là, tu vas me dire non parce que tu vas t'écouter, Et je trouve que c'est génial parce que ça me donne en tout cas, ça me renvoie le sentiment que tu me fais confiance dans ma capacité à entendre le non. Et comment je réagis en fait, c'est ok. C'est ok. Et parfois on n'ose pas dire non parce qu'on a peur que l'autre ne nous comprenne pas, ne nous accepte pas ou nous rejette. Mais c'est pas ça. Une vraie relation, c'est une relation dans la liberté, dans le partage. Et le respect surtout. Le respect. Voilà, donc la phrase qui va clôturer ces trois clés, c'est celle de Marshall Rosenberg qui est une référence dans la psychologie du développement personnel, qui est cessez d'être gentil, soyez vrai. D'ailleurs, je prépare une formation prochainement sur ce thème-là. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça veut tout dire en fait. Très bien, très bien, très bien. Tu voulais nous parler d'un bouquin Ah oui. et que tu affectionnes en ce moment? C'est un bouquin que j'ai découvert, donc c'est un petit clin d'œil à Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocremont, qui ont l'association Cœur d'enfant, avec qui j'ai fait tout mon processus de développement personnel, avec lesquels j'ai commencé. Hein. D'accord. Et qui ont écrit plusieurs livres, dont le premier, qui est un best-seller, S'ouvrir à son cœur d'enfant pour naître à soi, et qui a été préfacé par John Bradshaw, qui est le père de l'enfant intérieur. D'accord. Alors, l'enfant intérieur, juste en quelques mots, c'est cette partie, c'est notre enfant intérieur, hein, comme son nom le dit. C'est cette entité qui est en nous, qui sait. C'est la partie divine en nous, c'est le génie créatif. Ça va être cette partie spontanée. Vous voyez ce que c'est qu'un enfant. Hein, quand toi, de toute façon, Théo, ce qui m'a plu chez toi quand je t'ai rencontré, c'est que ton enfant intérieur, il est toujours présent. Et nous, on se met en joie parce qu'on se reconnaît. On sait que quelqu'un qui est en contact avec son enfant intérieur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses besoins. C'est un adulte qui est en contact avec son enfant intérieur. C'est un adulte qui a la confiance, la joie, qui accueille sa tristesse, qui accueille à la fois sa colère, qui accueille ses émotions tout simplement, mais qui vit pleinement qui il est. Voilà. Et justement, quand on est coupé de son enfant intérieur, on tombe dans la dépendance affective, on tombe dans la dépression, oui. On tombe dans le conditionnement, dans la victimisation, puisqu'on n'est pas qui on est en référence au schéma extérieur, etc. Et tu me disais d'ailleurs, finalement, le but aussi d'être coach hypnothérapeute, c'est aussi un processus du contraire de se déresponsabiliser, finalement de responsabiliser la personne. Et finalement, tu me donnais la différence aussi entre thérapie brève et thérapie. C'est que finalement, après cet instant, finalement, on recueille beaucoup d'informations sur l'autre ou de sa problématique.
on puisse être dans un cheminement justement vers sa responsabilisation. Tout à fait. Et, et oui, pour changer de posture finalement. Oui. C'est-à-dire si on est dans la dépendance affective, bah, revoir là où effectivement on perd son pouvoir, où on perd sa Tout responsabilité. à fait, exactement. Super, super, Tu super. parles de pouvoir, et c'est exactement le terme que j'emploie dans mes vidéos, c'est de retrouver son pouvoir personnel. Oui. Je travaille justement, je propose des programmes d'accompagnement qui ont un début, qui ont une fin, donc qui sont compris entre 3 et 8 séances, et qui permettent justement à la personne de cheminer pour retrouver son pouvoir personnel. Oui. Puisque le fait de la dépendance affective, c'est des personnes qui arrivent en travail, elles ont mis leur pouvoir personnel entre les mains d'un patron, donc le burn-out, ou entre les mains d'un amoureux, une amoureuse. Et ça veut dire que tu travailles autant bien en individuel qu'en groupe. Tout à fait. Et que du coup tu peux être autant, par exemple, avec moi, avec une personne, que dans une entreprise. Voilà, pour un groupe. Donc, dans le domaine privé, ça va être des consultations en one-to-one, ou dans mon cabinet ici, ou par Skype. Et des ateliers aussi également, de groupe, toujours dans le domaine privé. Donc ce sera des sujets privés, de la vie privée, de la confiance en soi, etc. Ensuite, dans le domaine professionnel, c'est du coaching en milieu professionnel. C'est pour établir la cohésion d'équipe, travailler sur l'intelligence collective. Super. Et donc, principalement aussi le burn-out. Et quand on déplie les actes de travail dans le milieu privé et professionnel, on retrouve toujours les mêmes axes de développement de confiance en soi, d'affirmation, d'être avec l'autre, d'être en lien avec soi-même pour être en lien avec l'autre, dans une relation saine. Super. Merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. Merci à toi. J'avais envie de mettre... Ah oui, on a effectivement, parce que nous étions 3 ce matin au petit déjeuner. Oui. Et donc ton ami. Mon ami, aujourd'hui Rasmia, qui fait partie de mes amis de la région parisienne, et qui m'a fait rencontrer ses sœurs par le biais de l'association Orphanco, qui est dans la région parisienne, je crois à Courbevoie, mais on vous mettra le lien en description, qui s'occupe des personnes handicapées, des enfants, et notamment... Des orphelins aussi. Les orphelins, oui, tout à fait. C'est ça. Et donc ensemble, nous travaillons aussi on anime régulièrement des ateliers pour femmes. D'accord. Pour femmes qui s'appellent Working Mom. D'accord. Voilà, donc je voulais lui mettre à l'honneur et féliciter cette initiative. D'accord. Merci. Super. De leur confiance. Merci beaucoup. À très bientôt et merci à de prochaines vidéos sur la chaîne de Théo et compagnie. Au revoir. Non, nous n'avons pas terminé. Oh. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on allait offrir des cadeaux. Que c'est bientôt Noël. Oui, d'accord. On est encore en été, quoi. Mais oui. Et alors, c'est quoi ce cadeau? Eh bien, moi, j'aimerais que tu me parles de toi, que tu nous parles de toi dans cette chaîne de Théo. On va inverser les rôles. C'était pas très attendu. Ah, bah oui, tu sais que je suis coach, donc... Oui, que veux-tu que je te dise alors? Quelle question tu aurais à me poser? Alors, juste, donne-moi le cadeau, offre-nous le cadeau de qui tu es et qu'est-ce que tu offres dans le quotidien, dans ta pratique de thérapeute énergéticien. Est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer encore ou qui en... Peut-être qu'il faudrait consacrer un moment, une interview là maintenant. Oui, je suis hypnothérapeute. Non, je suis pas hypnothérapeute. Tu es hypnotisé. Tu es hypnotisé. J'adore. Tu m'as eu. Tu m'as eu. Je sais pas quoi dire en fait. Là, tu me surprends. Qu'est-ce que tu nous offres? Parce que je suis pas préparée. Qu'est-ce que... Je viens te voir en consultation. Tu sais, tu m'as fait un soin énergétique l'autre jour. Oui. Qu'est-ce qui t'anime, qui fait que tu fais ça
Bah, qu'est-ce qui m'anime? Alors, qu'est-ce qui m'anime? C'est une bonne question. Bah, le bien-être, je Oui. crois vraiment on me dit souvent que ma seule présence fait du bien. Mm. Et du coup, c'est aussi transmettre cette énergie-là. Mais je travaille aussi avec un outil. Et... Ouais, t'as vu? Mais tu sais quoi? Tu es en train de transmettre toute ton énergie. Ta seule Ouais, présence. Mais ta seule présence. Mais c'est aussi ça, le travail sur soi, c'est beaucoup de légèreté parce que vous traitez des sujets lourds, il faut de la légèreté. J'adore. On a Oui, un rire communicatif, en plus on transmet de la joie. oui, oui, oui. Bah, écoute, Donc tes outils qui sont oui, connaître. Hein. qui travaillent sur plusieurs plans, qui travaillent sur le corps physique, le corps mental, les corps subtils. Euh, je soutiens et j'aide aussi parce que je vois aussi que dans mon environnement, en fait, nous sommes beaucoup de personnes à ne pas être, comment on appelle, les pieds sur terre, bien ancrés, bien incarnés. Et j'accompagne de cette manière-là pour que les personnes vraiment euh, se retrouvent avec elles-mêmes, Se avec réancre. leur corps, se réancrent. Oui, c'est une bonne manière de dire ça. Voilà, oh, tu m'as un peu surpris, j'ai un peu Merci, chaud. merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, merci Fouzia. Bah oui, te mettre à l'honneur Et également, effectivement. nous habitons Marseille. Et d'ailleurs, regardez la belle vue. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir, mais ah non, vous n'avez pas Attends, réussi. en fait, il faut faire ça, Il faut faire ça. rapprocher. Non. Mais en fait, il y a la mer en face de nous. Mais bon, ça sera la prochaine fois dans une vidéo, peut-être sur la plage. À bientôt et merci. Au plaisir. Au revoir, Fouzia. À bientôt.